Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Mon cher Philippe, aujourd'hui, une actualité un peu... une actualité tendue. Lourde et tendue. Oui. On va essayer de vous détendre un peu. On va parler, bien entendu, de cette actualité. On va la commenter avec nos éditorialistes du jour. Mais bon, voilà, le numéro, il est clair, 0826 300 300. Vous le connaissez par cœur? Ah ouais, moi je le lis, alors que vous le connaissez par cœur. Je le connais par cœur. Allez-y, oui. bravo. Le 0826 300 300. Vous êtes parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dingue. C'est dingue. Allez, au Vous aurez sommaire... votre bac. Avec une mémoire pareille. Si j'avais su, je l'aurais eu aussi du coup. Allez, au sommaire de cette émission, quelques heures après la mort d'un adolescent de 17 ans lors d'un contrôle de police, des émeutes ont éclaté cette nuit à Nanterre et se sont donc propagées dans plusieurs villes de la région parisienne. Une situation similaire aux événements survenus, si vous vous souvenez, à l'automne 2005, Philippe. Oui, rappelez-vous, le 27 octobre 2005, 2 adolescents étaient morts électrocutés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois, ce qui avait causé 3 semaines d'émeutes dans tout le pays. Est-ce que vous avez la crainte qu'on revive le même scénario? Est-ce que vous pensez que non, la situation n'est plus la même? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, la situation est encore plus explosive? On attend vos appels au 0826 300 300. Avec cette question du jour, craignez-vous un embrasement des banlieues comme l'automne 2005? Vous dites oui à 61%. Et puis à 18h30, pour le coup de projecteur de Vraies Voix, en mars dernier, 3 associations avaient saisi le tribunal administratif de Paris pour faire respecter la loi qui impose au moins 3 cours par an d'éducation sexuelle du primaire au secondaire. Et mardi, Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, a donc lancé le plan de formation pour les personnels de l'Éducation nationale qui sera déployé dès la prochaine rentrée scolaire, Philippe. Oui, idem pour l'éducation au développement durable. C'était tombé en fin de semaine dernière avec les 20 mesures annoncées il y a presque une semaine. Le gouvernement a pour objectif dès la rentrée 2024, donc l'année prochaine et pas cette année, d'intégrer les enjeux de transition écologique à l'enseignement moral et civique. Mais si on rajoute l'éducation sexuelle et tout ce qu'on va peut-être encore nous rajouter, et alors que les enseignants se plaignent souvent de ne pas terminer les programmes, est-ce qu'on n'en demande pas trop aux enseignants? Vous êtes enseignant, vous êtes élève, ou vous étiez enseignant et vous avez rendu le tablier? Venez nous le dire au 0826 300 300. En tout cas, à 95%, vous pensez qu'on ne demande beaucoup trop aux enseignants. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et avec nous, aujourd'hui, cette journée de mercredi, Philippe Bilger, en forme. En pleine forme, je regarde, c'est très joli ce que vous avez là. C'est vrai, Cécile. vous aimez mes bretelles? Le sigle joli, là, en Oui. rouge. Et regardez le dos. Pink. Attendez, hop. Pink. Ah, Excusez-moi, d'accord. le débat sur l'éducation sexuelle, c'est à 18h30. Ça n'est pas Pardon, mais c'est très joli ce que vous avez là et tout à fait ça ambigu. n'est pas un ustensile. Ça n'est pas un ustensile, non mais absolument pas. C'est un pauvre t-shirt. Elisabeth Lévy, joliment habillée aussi, colorée. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. On est ravis de vous accueillir, directrice de la rédaction de Je rigole Causeur. maintenant tant qu'il est temps parce qu'après on va parler de sujets pas marrants alors. Ouais, bah oui, mais on va faire Alors, des j'en pauses. profite On va pour faire les des 5 pauses, minutes. des pauses de rigolade, je vous assure, c'est le principe de l'émission. Aussi, Olivier D'Artigol, éditorialiste politique. Qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez pas mangé à la cantine? Il est pas un peu bas votre siège? Non, il a choisi un fauteuil qui ne soit pas réglable en hauteur. sans roulette. Ouais. On dirait un enfant. Et Vous en avez assez de nous donner des complexes. En fait. On dirait un Si ça enfant. peut faire en sorte que vous soyez un peu plus maternel que d'habitude avec moi pendant les 2 heures d'émission. Mon loulou. Vous voulez un petit coussin? Non, ça va. Vous voulez Non, mais que ça je va vous quand même, c'est. Non. Non. On va y aller comme Tu ça. veux qu'on te talque? T'as des images. Ouais, Le mythoville est très efficace. Je dois dire que Mais le pas tu en veux qu'on te premier. talque, je l'avais pas entendu depuis longtemps celle-là. En tout cas, Sandrine est avec nous. Sandrine, bonsoir. Bonsoir Bienvenue. Sandrine. Bonsoir. Bienvenue. Sandrine, On Sandrine. va vous aller nous où, appelez là d'où, Sandrine? Alors moi je suis du Tarn-et-Garonne, donc à Castel-Sarrazin. Oh très là joli. là, très jolie région, on aime beaucoup. Et vous faites quoi dans la vie, Sandrine? Et bien je suis agricultrice Ah, très bien. Magnifique. Et dans quoi? et dans l'élevage laitier. Donc voilà, là je fais une petite pause jusqu'à voilà. Oui. Et c'est à quelle heure? On y retourne à quelle heure? Et ben là ce soir je vais décaler un peu, mais bon je décale vu que ça c'est un peu chaud en ce moment, donc je serai à 19h là. Bah, voilà. vous nous 19h, excuserez un peu auprès plus tard, d'elle. un peu plus tard. Hein, vous nous excuserez auprès d'elle. On est... Non, En tout cas, on est ravis de vous accueillir, Sandrine, avec tout de suite l'info du jour.
Ça voyait Indiana Jones. Je vais là. voir sort demain. aujourd'hui. oui. Ça sort aujourd'hui. Indiana Jones, le 5e opus d'Indiana Jones. Cet aventurier interprété par le célèbre Harrison Ford, qui est un petit peu vieilli, mais quand même, ça le fait, je trouve. Ah, il est Hein pas mal. Ah, il est bien. Hein. Ah, Il est bien. Il Moi, est je bien l'adore. conservé. Hein. Ouais. Ouais. Oh. Il fait les Oh, mais Pascal. Philippe David, il ne pouvait pas un peu pencher à Harrison Ford? Non, il Philippe est pas David, plausible. non. Franchement, Non, Philippe arrêtez. David peut rouler en Ford, mais être Harrison Ford, je ne suis pas sûre. Il n'a même pas cherché à l'être. Et, ouais, ouais. Non, non. Et en Merci Ford, Elisabeth. et en Ford cadette. Et en Ford cadette. Oh non, c'était Opel cadette. Ah, c'est Opel cadette. Ça, C'est c'est pas les la deux. bagnole de Clint Eastwood. Enfin, je vous rappelle quand même que c'est aussi 14 nominations aux Oscars. C'est quand même pas mal. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est Et beau. il en a ramassé combien? Zéro. Et non, je dis une bêtise. En fait, ça fait pas mal. encore. Le premier est une merveille. Ah oui, le premier est génial. Bah, vous savez quoi, je vous Vous dirai allez ça la y semaine aller, prochaine, oui. je n'ai pas l'info. L'Arche Voilà. perdue, j'y vais demain. Ouais. Ah, j'y vais demain. Donc ça veut dire qu'on va avoir un petit conseil cinéma. Voilà, oui, absolument. Vendredi. Allez, tout de suite, bienvenue à tous, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre ceux que vous appelez les charognards suaves qui exploitent de manière partisane les drames. Oui, en fait, puisqu'on va parler de l'affaire du jeune Naël, de 17 ans, Nanterre. qui a été tué dans des conditions qui restent à déterminer, je suis un peu exaspéré par ces gens qui, avec une absolue bonne conscience, je pense à Jean-Luc Mélenchon dans l'outrance, à Kylian Mbappé, à Omar Sy, s'il ne déplorait pas à chaque fois qu'il y a une catastrophe, quelque chose me manquerait, viennent parasiter une tragédie et avec en effet bonne conscience, mais c'est tout de même une attitude qu'à la longue je trouve un peu indigne, dans la mesure où ils ne se satisfont pas de la compassion que nous avons tous, mais ils prétendent connaître les clés d'une affaire sur laquelle on est encore en train de se pencher et qui va faire l'objet d'une multitude d'enquêtes. Ça m'exaspère et évidemment je dois préciser à chaque fois que j'ai du cœur, que je suis sensible à la mort de ce jeune de 17 ans, que même s'il a mis la main un tout petit peu dans le processus qui a conduit à sa mort, c'est une tragédie pour sa famille, mais que pour le reste, je ne suis pas obligé de dire comme Kylian Mbappé, ce petit ange a rejoint le ciel. Il faut être sérieux. Comme deux Non, autres joueurs de foot. Deux choses. D'abord, Philippe, vous avez parlé d'Omar Sy, vous dites ça me manquerait de ne pas avoir Omar Sy. Moi, je pense qu'il a l'indignation assez sélective, Omar Sy. Oui, mais il a Il y a progressé, des- c'est moins pénible que d'habitude. D'accord, parce qu'il y a des tragédies, visiblement, qui les frappent moins. Et ça Ouais. m'amène juste à la remarque que je voulais vous faire. Ce qui me frappe là-dedans, dans ce que vous avez dit, vous avez eu raison, les charognards, tout cela, on en reparlera peut-être, mais c'est que on peut aussi adresser ce reproche à des gens dont nous pouvons être proches ou à nous-mêmes parfois dans d'autres drames où on court à l'interprétation, si vous voulez. Et ce qui me frappe, c'est que chacun choisit ses victimes maintenant. Chacun pleure. Les uns pleurent, par exemple Maël, parce qu'il serait victime. Il est victime apparemment, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Moi, contrairement à Madame Borne, j'ai pas encore le résultat. Donc d'une bavure policière, si vous voulez. Et ça intéresse un certain nombre de gens. Celui qui est tué par un islamiste va intéresser d'autres gens. Chacun a ses victimes. On n'est même pas capable de pleurer ensemble, si vous voulez, les mêmes morts. Et ça me Ah frappe. mais moi. je ne les choisis pas. Non, Ouais, mais je parle Elisabeth. pas de vous, Non, je non, dis- mais heureusement, il y a des gens qui ne les choisissent Oui, il y a pas. des gens, mais Olivier. vous voyez bien que dans la politique, pardon. Ah oui, Olivier d'Artigol. Je ne pense pas que ce jeune ait mis le doigt dans un engrenage qui devait le conduire à la mort, mais nous aurons le débat. En fait, on a perdu le silence pour toutes les affaires. Quelques secondes après leur annonce, quelle que soit leur nature, on a perdu ce qu'on avait il y a encore peu de temps. La solidarité aux familles, le silence, le temps de la sidération. On passe de suite, l'enquête est quasiment bouclée. Les uns Jugés. partent en outrance et dans les tours, mais d'autres le font aussi. Vous avez cité, cher Philippe, Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai lu aussi des tweets de personnes disant « mais ça fera une racaille en moins ». Ah oui, je sais pas. Oui. Ou d'autres disant de toute manière il s'est comporté et ça devait se terminer comme ça.
On lit de tout. Peut-être pas au niveau de Jean-Luc Mélenchon. Les autres, Twitter est dans ces moments-là un cloaque immonde. Il faut peut-être sur ces journées-là, pendant 2 ou 3 heures, couper les réseaux sociaux. Eh bien, vous restez avec nous. On va en parler, bien entendu, dans notre premier grand débat du jour. Et nous serons avec Samia Maktouf, qui est avocate pénaliste. On en parlera, bien entendu, avec elle. Et vous, au 0826 300 300, vous attend au standard. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue à tous. Si vous voulez, merci. Si vous voulez, bien sûr, nous accueillir chez vous. Si vous m'entendez, c'est que vous nous accueillez. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 800 000 pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur YouTube. Et ça, on remercie aussi toutes les équipes de Sud Radio qui s'engagent au quotidien pour essayer de vous offrir la meilleure offre possible. On a même passé les 810 000. Je crois qu'on était à 813 000 ou 14 000. Et puis à 19h, ça va être quelque chose d'énorme. J'amènerai cette petite trompette qu'on a au stade, vous savez, pour faire... C'était quoi ce truc-là? La Zouma, vous avez raison. Le Vuvuzela. Le Vuvuzela. Ah oui, ça a été interdit dans les stades en France. Il y en avait qui en avaient ramené. C'était l'horreur, y compris pour les joueurs, parce qu'ils n'entendaient plus les arbitres siffler. En fait, c'est les trompettes de la renommée. Mais c'était très mal embouché. En tout cas, notre ami Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy aussi, et Olivier d'Artigol, et Félix Mathieu, très essoufflé. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Reprenez votre souffle. Les 3 mots dans l'actu sont Nanterre, Marseille et Paris. La tension et l'émotion à Nanterre après la mort hier de Naël, 17 ans, suite à un refus d'obtempérer au volant. 2000 policiers et gendarmes déployés en région parisienne. Les autorités appellent au calme. Exproprier plus facilement les marchands de sommeil. 3e jour de visite d'Emmanuel Macron à Marseille avec aujourd'hui la lutte contre le logement indigne au programme. Et puis il s'était retiré de la course à la mairie de Paris après la diffusion d'une vidéo intime. L'affaire Benjamin Griveaux en procès. Piotr Pawlenski, qui avait diffusé la vidéo, parle de liberté artistique et non pas d'infraction pénale. Les vraies voix Sud Radio. Des quartiers de Nanterre et d'ailleurs qui s'enflamment au lendemain de cette scène, un refus d'obtempérer, un coup de feu mortel à bout portant, un jeune homme de 17 ans, Naël, touché au thorax qui meurt peu après, et un concert de réactions indignées dans tout le pays, du footballeur Kylian Mbappé au chef de l'État, Emmanuel Macron, qui dénonce des faits inexplicables et inexcusables. D'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé, la mort du jeune Naël, et de dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité, dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, que la justice passe. En réaction à ces propos du chef de l'État, le syndicat de police Alliance appelle au respect de la présomption d'innocence pour le policier de 38 ans suspecté, toujours en garde à vue. Députés et ministres ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale tout à l'heure, tandis qu'au Sénat, la première ministre Elisabeth Borne évoque une intervention manifestement pas conforme aux règles d'intervention. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits. Elle a été saisie, elle a commencé son travail. Un policier est en garde à vue. Et je souhaite, comme chacun, que la vérité soit faite le plus rapidement possible et que des réponses soient apportées. La justice passera. Personne ne doit en douter. De son côté, Gérald Darmanin annonce la mobilisation dans la soirée de 2000 policiers et gendarmes à Paris et dans la Petite Couronne, soit 800 de plus que la nuit dernière. Dispositif renforcé après les débordements de la nuit, comme le raconte le maire de Nanterre, Patrick Jarry. La journée d'hier a été une journée des plus terribles pour la ville de Nanterre. Bien sûr, devant de telles images, de tels faits, on imagine la colère qui, au-delà de Nanterre et de ses quartiers, a parcouru le pays hier et évidemment particulièrement des jeunes.
Donc hier soir à Nanterre, dans 6 quartiers, il y a eu des feux de poubelle, des dégradations de mobilier, des confrontations avec la police et notamment avec des tirs de mortier, un certain nombre de véhicules brûlés. Et puis tard dans la nuit, dans 2 quartiers, des équipements publics municipaux qui ont été dégradés, notamment un centre de loisirs et puis les locaux d'un centre de loisirs dans une école. Et donc forcément, dès cet été, ça va créer des difficultés énormes pour arriver à accueillir ces milliers d'enfants, de jeunes adolescents que nous accueillons chaque année. Patrick Jarry au micro Sud Radio de Dario Di Vial, le maire de Nanterre, qui en appelle au calme pour ce soir et pour la suite de l'enquête. On va l'entendre dans quelques minutes dans votre grand débat des vraies voix. Dario Di Vial, reporter Sud Radio à Nanterre, qui sera aussi avec vous à 18h50 dans les vraies voix pour revenir sur ces journées sous tension à Nanterre. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Autre mot, Philippe. Oui, Marseille, 3e jour de visite d'Emmanuel Macron et 3e thématique, la lutte contre le logement insalubre. Le chef de l'État visitait une copropriété dégradée de Marseille, promettant un changement de loi. Il entend pouvoir exproprier beaucoup plus facilement les marchands de sommeil qui rachètent pour une bouchée de pain des logements délabrés en les relouant au prix fort, le plus souvent sans payer de charges ni rien rénover. La loi aujourd'hui protège trop les intérêts de ceux qui ne jouent pas de jeu et qui nous placent collectivement dans ces situations. Donc on va prendre dans la loi des dispositions pour davantage aider toutes celles et ceux qui vivent dans ces situations, accélérer les travaux d'urgence. Ici on va d'ailleurs tout faire pour que les travaux d'urgence puissent se faire dans les meilleurs délais et accélérer les délais d'études en particulier, parce que personne ne peut comprendre que ça prenne tant de temps, et pouvoir exproprier beaucoup plus facilement à la main d'administrateurs judiciaires ou d'administrateurs ad hoc qui sont nommés, les mauvais payeurs. Et c'est ça la clé en fait. Emmanuel Macron qui parle même d'expropriation punitive quant à ses propriétaires de mauvaise foi. Philippe Bilger, je suis assez surpris par cette méthode présidentielle. Je vais finir par croire que Marseille, c'est la France, c'est toute la France. Il y aurait que Marseille. Il annonce des mesures dont les ministres souvent n'ont pas été informés. Marseille, ça devient ou un laboratoire ou la réduction de la France à Marseille. Moi, je commence à en avoir... La Marseillaise de l'État. Après, ça t'attaque marseillophobe. Moi, ce que je comprends pas, c'est quel est l'intérêt du déplacement du président. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller 3 jours à Marseille avec force journalistes, sécurité, etc. En quoi sa présence, est-ce qu'il est thaumaturge, est-ce qu'il guérit les écrouelles, est-ce qu'il a touché les Marseillais et que tout va mieux? Je comprends pas l'intérêt d'y aller, de faire cette espèce de visite officielle où en plus on a l'impression qu'il va à l'étranger. La corde est usée. Parce que c'est pas la première fois. 3 jours, c'est un Macron circus marseillais avec une présidence bavarde. Qui annonce comme s'il était auto-satisfait de son propre discours, de son propre récit, puis il repart. Je suis assez d'accord avec Elisabeth, comme si les choses étaient réglées. Elles ne le sont pas. Je pense que trop de communication, à un moment donné, ça commence à bien faire. Et le 3e mot, Félix Mathieu, c'est le mot Paris. Avec l'affaire Griveaux qui arrive devant la justice, l'ex-porte-parole du gouvernement avait dû en 2020 se retirer de la course aux élections municipales de la capitale après la diffusion d'une vidéo intime de lui, comme s'en rappelle l'avocat de Benjamin Griveaux, maître Richard Malka. Monsieur Pawlinski n'est en réalité qu'un prédateur de la vie privée dont il faut se protéger, parce que lequel d'entre vous a envie que ce qui se passe dans sa chambre à coucher se retrouve diffusé sur Internet? Personne n'a envie de ça. Maquiller ses agissements, ses délits et ses crimes en invoquant l'art, c'est une imposture. L'art, ça n'est pas fait pour avilir, pour humilier, pour abaisser. Ce n'est pas un instrument de terreur, ce n'est pas un instrument de torture, c'est le contraire de cela. Donc c'est tout cela qu'on va rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, quant à l'artiste qui a diffusé la vidéo, Piotr Pawlenski, eh bien, il plaide la liberté artistique, comme le rappelle Yacine Bouzrou, l'avocat de Piotr Pawlenski. Monsieur Pawlenski conteste avoir commis une infraction pénale. Il estime que ce qu'il a fait dans cette affaire, c'est de l'art, tout simplement de l'art, et non pas une infraction pénale. Donc nous allons tenter de convaincre le tribunal. Il existe un débat juridique sérieux sur la question. Donc nous exposerons au tribunal nos arguments juridiques afin, je l'espère, d'obtenir une relaxe pour M. Pawlenski, car, je vous le répète, il conteste toute infraction pénale. Un procès qui débute donc aujourd'hui. C'est de l'art, plutôt du cochon.
Philippe. Mais Elisabeth Lévy, c'est les sites de pornographie qui vont être contents. Ils font de l'art maintenant. Ah bah oui, non mais bien sûr. Bon, attendez le jugement. Vous n'allez pas faire comme Madame Borne trancher. Avant, mais alors il y a un truc qui est sûr, c'est que d'abord, sur la vie privée, je suis d'accord, même si c'est pas très malin de balancer des photos de son anatomie à des gens à des gens dont on n'est pas totalement sûr. Il faut le faire qu'en confiance et se rappeler que la confiance peut parfois passer. Mais je pense que Benjamin Griveaux aurait dû tenir. Maintenant, c'était probablement compliqué pour des raisons familiales, mais il aurait dû tenir. Un mot, Olivier d'Artigol, vous qui êtes expert dans le domaine. Oui. Tout ce qui se passe dans la chambre de Philippe David. Votre silence en dit long. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette tragédie à Nanterre. Craignez-vous un embrasement des banlieues comme à l'automne 2005? 0826 300 300. On en parle bien sûr avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol et vous, comme Sandrine, au 0826 300 300. À tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix en rebondit, on parle d'actu, on vous laisse la parole bien sûr 0826 300 300 et avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol, on va commenter cette actualité et c'est tout de suite avec le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La mort d'un jeune homme de 17 ans après un refus d'obtempérer et tandis que la voiture commence à accélérer, l'un des policiers tire à bout portant sur le conducteur. La version des policiers était de dire que le véhicule leur avait foncé dessus. En réalité, les policiers tirent, il n'y a aucune menace sur eux. Il a 19 ans, tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Pour un défaut de permis, frère. J'allais voir comment ça va venir ce soir. J'allais voir Nanterre comment ça va se réveiller. Il y a eu hier soir des violences urbaines. Des groupes de jeunes pensant sans doute venger la mort de Naël, déclencher des incendies de poubelles, de mobilier urbain. Il y a eu 31 interpellations par les services de police, une quarantaine de véhicules brûlés, une mairie annexe qui a été incendiée. Nous n'avons pas besoin d'avoir un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. Et quelques heures après la mort d'un adolescent de 17 ans lors d'un contrôle de police à Nanterre, des émeutes ont éclaté cette nuit dans la ville et se sont propagées à d'autres villes comme Asnières-sur-Seine, Clichy-sous-Bois ou Mantes-la-Jolie. Une situation similaire aux événements survenus à l'automne 2005, Philippe. Oui, pour rappel, le 27 octobre 2005, 2 adolescents s'étaient électrocutés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois. S'en était suivi 3 semaines d'émeutes dans tout le pays. Alors, est-ce que vous avez peur d'un nouvel automne 2005 en ce début d'été 2023, 18 ans après? Vous le craignez ou vous pensez que non, la situation n'est plus la même? Ou vous pensez qu'elle est encore pire? Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. En tout cas, vous dites oui à 57% et on va en parler avec Samia Maktouf, avocat pénaliste. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tout le monde. Juste avant de revenir à vous, Philippe Bilger, cette situation électrique. D'une part, je ne crois pas qu'on va se retrouver dans la situation dont vous craignez la survenue dans votre question. Mais à condition qu'on ait sur le plan politique une voix courageuse et libre qui vienne dire exactement la position de l'affaire aujourd'hui. Je suis frappé de voir à quel point, lorsqu'il y a des tragédies et que les responsabilités pour l'instant sont encore équivoques, eh bien on n'a jamais quelqu'un qui vient de manière claire, même à la télévision ou à la radio, que sais-je, venir dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qui est en train d'être vérifié, et en attendant, vous vous taisez, vous attendez la suite. Oui. Et voilà. Et donc, quelles sont les seules certitudes qu'on a aujourd'hui? Non, on a un jeune homme de 17 ans qui circule sans permis dans une voiture Mercedes orange relativement équivoque. Il faudra voir d'où elle vient, avec 2 passagers, et qui à un moment donné est contrôlé et par 2 policiers, et il redémarre, et à ce moment-là, l'un des policiers tire tout près de lui. Apparemment, ils ne sont pas devant le véhicule. C'est tout ce qu'on sait. Il y a une multitude d'enquêtes qui est ouverte contre le policier pour aller vite et contre, bien sûr, ceux qui ont voulu, paraît-il, blesser ce même policier qui a tiré. Voilà tout ce qu'on sait. Oui. Et, pardon, je réponds à Olivier, j'ose confirmer que Naël, aussi sanctifié par sa mort qu'il soit aujourd'hui, avait déjà commis un refus d'obtempérer, et d'autre part, j'ose dire qu'il avait mis un peu la main dans la tragédie dont il a été victime parce qu'il a refusé d'être contrôlé. Elisabeth Lévy.
Olivier d'Artigol, pardon, excusez-moi. Non, je continue sur ce dernier point à m'opposer fermement à cette idée que le fait de se rendre coupable, c'est un délit ne pas suivre l'injonction qui est donc un refus d'obtempérer, puisse avoir comme conséquence le fait de perdre la vie. Donc, il y a eu des choses qui ont circulé hier sur ce casier judiciaire concernant ce jeune de 17 ans, dont certains ont dit qu'il était long comme le bras, sans avoir le début d'un commencement d'information là-dessus. Il semblerait qu'il ait été, donc, d'après ce que je peux lire aujourd'hui, qu'il ait été rappelé à l'ordre 2 fois. Concernant des refus d'obtempérer, ce qui est un vrai problème sérieux dans notre pays. Pour autant, ça ne peut en rien conduire à ce qui s'est passé. Première chose. Deuxième chose, il y a une vidéo. Le maire de Nanterre a indiqué qu'il mettait à disposition de l'enquête et de la justice l'ensemble de la vidéosurveillance sur le lieu où cela s'est produit. Le policier est en garde à vue, il y a son témoignage, et nous verrons la manière dont l'enquête est diligentée et ses conclusions, bien évidemment. Elisabeth Lévy. Alors non, mais moi je vais répondre à votre question. Est-ce que vous attendez un embrasement? Moi je ne sais pas, mais à l'évidence, chez nos politiques, le trouillomètre est à 0. Parce que, enfin, pour qu'il s'assoie de cette façon sur la séparation des pouvoirs et sur la présomption d'innocence, c'est-à-dire, comme l'a bien rappelé Philippe, pour l'instant, on sait très peu de choses, et même ce qu'il a dit qu'on savait, si vous voulez, on ne le sait pas complètement, parce que c'est quand même pas non plus, c'est pas une image sur grand écran, donc, mais Philippe a parfaitement raison, mais le président de la République a déjà dit, tout en disant dans la même phrase, la justice tranchera, mais moi, Macron, je tranche avant. Elisabeth Borne va encore plus loin, et ça, le pire de tout, et c'est là qu'il y a une forme de déshonneur chez eux, c'est-à-dire qu'ils le font parce qu'ils ont peur des banlieues. C'est pour la même raison. Ils ont peur de l'embrasement des banlieues, que le dossier Adama Traoré n'est toujours pas clos, alors que les juges n'ont rien contre les gendarmes, franchement, je veux dire, dans cette affaire, et ils ont tellement la trouille qu'on dit, en fait, à ces jeunes qui font des émeutes, ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire, regardez comme les flics sont des salauds, c'est peut-être le cas au demeurant, si vous voulez. Et par ailleurs, je rejoins juste Philippe sur un truc ridicule, la sanctification. Je suis très triste pour ce gamin, c'est vraiment vraiment triste, mais la minute de silence à l'Assemblée, ça n'a pas de sens. On va en parler, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Écoutez ce qu'a dit le maire de Nanterre, Ou alors on Patrick le fait pour chaque homicide, chaque fois que quelqu'un meurt. Elisabeth, au micro de Dario Davial pour Sud Radio. Écoutez. J'appelle les habitants de Nanterre, et notamment les plus jeunes, de ne pas céder aux actes de violence, parce que, évidemment, ils se retournent contre eux, contre leur quartier, contre ceux qui ont le plus besoin de ces services. Bien sûr, l'exigence de justice pour Naël, nous le portons. Je pense que nous allons réussir par des voies pacifiques à obtenir cette justice, par le travail des avocats devant le tribunal, et puis par l'intervention de tous ceux qui ont la justice au cœur. Nous, en tout cas, la ville de Nanterre, nous ne lâcherons rien. La justice devra être rendue à Naël. J'ai confiance dans cette ville, qui est une ville solidaire. J'ai confiance qu'elle parvienne à surmonter cet énorme choc, ce drame, et qu'elle parvienne à faire entendre une voix de justice pour l'un de ses enfants. Samia Maktouf, avocate pénaliste, est-ce que quand on entend le maire, le policier n'est pas déjà condamné ? D'abord, si vous permettez, je voudrais revenir sur l'excellent réquisitoire prononcé par monsieur l'avocat général pour dire que je n'adhère qu'en partie à ce qui vient d'être dit. Oui, des charognards rôdent autour de cette affaire pour des raisons exclusivement politique électoraliste. En revanche, face à ce choc, et c'est un choc, la société civile aujourd'hui cherche à comprendre, cherche à savoir, il y a une colère. Et quand la société civile, par la voix de quelqu'un comme Mbappé ou un artiste Omar Sy, je peux comprendre que la société civile puisse émettre des incompréhensions et des demandes d'explications. Aujourd'hui, personne autour de cette table, personne ailleurs, personne au Parlement ou au Sénat
voire même le président de la République, si on devait, comme le disait si bien Madame Lévy, en application du principe de la séparation des pouvoirs, il est censé savoir et connaître les circonstances. Comment, Monsieur l'avocat général, pouvez-vous dire que l'avocat général, pouvez-vous dire que ce jeune adolescent a pu mettre les mains dans le cambouis? Comment vous n'en savez rien? On ne sait rien sur son... Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du procès pour parler du CV et de la situation personnelle de cette personne qui n'a pas, a priori, d'après ce qu'on sait, arrêté. On ne sait strictement rien. Je m'interdis de parler des faits parce que je ne les connais pas. En revanche, il y a un cadre légal qu'il va falloir rappeler qui, à l'évidence, me semble-t-il, découle directement de la loi 2017 du 28 février 2017, qui est une émanation d'une circonstance de choc que la France, que toute la société française, la France, la République a connue, qui était consécutif à des attaques terroristes que la France a connues. Alors oui, on a donné des pouvoirs complémentaires. Cette loi, on a changé le principe d'utilisation des armes de service par les forces de l'ordre. Tout à fait. Je voudrais juste rappeler 2 mots, je ne vais pas lire l'article, 2 mots qui me semblent importants quant à l'utilisation de l'arme, puisqu'on parle de faire usage de leur arme en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. S'il n'y a pas de subjectivité là-dedans, qu'on vienne m'expliquer comment évaluer, comment un policier, avec tout le respect que j'ai pour ces policiers et le courage, il ne faut pas oublier, c'est des courageux. Il faut porter non seulement son uniforme, mais porter son courage pour aller maintenir l'ordre public. Donc, il y a une situation à laquelle on demande à un agent, peu importe son expérience et son savoir-faire face à des situations aussi compliquées, d'agir. Et il y a aussi autre chose, la deuxième condition, qui est celle de ne faire feu qu'après 2 sommations. 2 sommations adressées. Et enfin, lorsque la voiture n'a pu être immobilisée. Moi, je ne connais pas, je n'ai même pas regardé les différentes vidéos. Seul l'enquête, le magistrat qui le recevra à l'issue de la garde à vue pourra nous éclairer. Donc oui, il y a de la colère, oui, il y a de l'incompréhension. Et tout à l'heure, dans votre annonce de ce fait, j'ai entendu un mot qui m'a choqué quand on dit on veut venger la mort de Nahel. Dans un état de droit, on ne venge pas. C'est un son, c'est pas nous. C'est un son de quelqu'un. Voilà, on ne venge pas la mort de quelqu'un. On fait confiance à l'état de droit de notre République française. Maclou, je note avec pas du tout dérision. Vous ne voulez pas parler des faits, mais vous avez déjà fait la plaidoirie. Donc c'est assez piquant de voir. Moi, je ne parlais pas des faits. Je confirme que si. Vous avez dit qu'il a mis les mains. Mais absolument. Quelles mains a-t-il mis mais je vais vous le dire. Je confirme. Je vais vous le dire si vous le permettez. Je confirme que ce jeune homme qui a été contrôlé et qui a 17 ans, qui conduit sans permis, s'il n'avait pas tout à coup voulu échapper au contrôle, eh bien, évidemment, il n'y aurait pas eu cette tragédie au bout. On ne mérite pas la mort parce qu'on a échappé à un contrôle. Je rejoins ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit que la mort de Nahel était la conséquence de ce refus d'obtempérer. J'ai dit que s'il avait été un jeune citoyen intègre et honnête, s'il s'était arrêté comme il en a donné l'impression au début... Il avait 17 ans. À 17 ans, on est fou. À 17 ans, on peut avoir l'envol. Il avait 17 ans. Vous plaisantez. Il avait 17 ans. Image vous avez la jeunesse. Non, mais ils ont le droit d'être fous. À 17 ans, on ne connaît pas pourquoi. On ne sait pas ça. Attendez, ça. Non, mais c'est pas ça. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas dire c'est un citoyen. On ne parle pas de quelqu'un de 60 ans. On ne parle pas de quelqu'un de 60 ans. Je trouve que Philippe n'a absolument pas dit que c'était mérité. Il a juste dit une chose qui est claire. S'il n'avait pas été dans cette voiture, si vous voulez, voilà. C'est ça que vous avez dit, Philippe. Oui, absolument. Mais
C'est une banalité, hein. Mais si vous voulez, effectivement, on est reparti sur les faits que nous ne possédons pas. Mais maintenant, moi, j'en ai assez, si vous voulez, de cette justification que prennent un certain nombre de jeunes, si vous voulez, encouragés dans leur sentiment victimaire. Nous sommes des victimes, la police est méchante. Je veux dire, évidemment que si le policier sera jugé, il sera sanctionné s'il a commis une faute, si vous voulez. Donc, j'en ai assez d'entendre toute la journée, si vous voulez, que ces gens-là sont des victimes et que la seule façon qu'ils ont de réagir, c'est de tout casser. Parce que c'est un bien beau prétexte pour tout casser. Et je suis quand même frappée par le fait que beaucoup de gens exultent sans vouloir, avec leurs grandes larmes de crocodile. Si vous voulez, j'ai vu un certain nombre d'insoumis, comme parce que ils se disent enfin, voilà, ça prouve que tout ce qu'on dit est vrai, on a raison, la police, les salauds, ils tuent, etc. Donc, je crois que Olivier nous a donné un sage conseil, mais malheureusement on l'a pas suivi et on peut pas le suivre parce qu'on n'est pas tout seul. Mais il a raison de dire qu'un peu de silence des fois. Un mot, Olivier, on part au 0826 300 300. Il faudra bien trouver des solutions ou des chemins dans les années à venir pour faire en sorte que la température descende et que des pans entiers de la jeunesse des quartiers populaires puissent porter un regard différent sur les agents de la paix. Et je dis agent de la paix à bon escient. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, il y a aujourd'hui une situation qui n'est pas acceptable. D'abord pour les gardiens de la paix, bien sûr, pour les agents des forces de l'ordre, mais aussi pour cette jeunesse qui se retrouve dans une situation où elle a entériné quasiment le fait que cette police n'est pas là pour les protéger. Et donc il y a beaucoup de processus qui ont mené à ça. C'est un sujet assez complexe auquel je me suis un peu intéressé certaines années. Il y a beaucoup de processus qui ont nourri ça. Il y a des responsabilités politiques d'ailleurs dans ce processus. Mais il faudra bien à un moment donné trouver des solutions. Je suis pour une police relocalisée de quartiers, des commissariats. Je suis pour des travailleurs sociaux. Je suis pour des solutions éducatives et aussi des solutions judiciaires, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Avant de repasser la parole à Philippe Bilger, le gouvernement veut passer le permis de conduire à 17 ans. Donc ça veut dire que 17 ans, on n'est plus un gamin, je pense, en tout cas, au volant d'une voiture. Mais pardon d'avoir de nouveau un point de vue un peu réactionnaire, même sur les banlieues, mon cher Olivier, rien n'interdit aux jeunes qui créent des problèmes de se tenir correctement. Je veux dire, non, mais vous avez parlé de la police de manière tout à fait courtoise, mais ça n'est pas la police le problème. Tu peux avoir des jeunes totalement intégrés dans la société qui vivent dans ces quartiers populaires, qui portent un regard pas positif sur les forces de l'ordre. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Tout d'abord, direction le Tarn-et-Garonne avec notre vraie voix du jour, Sandrine. Rebonsoir Sandrine. Bonsoir. Donc effectivement, moi je suis un peu mitigée parce que je suis d'accord avec Olivier, et Elisabeth et aussi et Philippe Bilger. Vous faites la synthèse. Voilà, je vais faire la synthèse parce qu'en fait, moi je vais vous raconter mon parcours. Moi je suis née en banlieue, je suis née à Montpellier, la Paillade. Je ne sais pas si vous connaissez bien la Paillade. On a très peu de temps, Sandrine, on a très peu de temps, on a plein d'auditeurs. Juste pour simplement dire que effectivement les politiques, ça fait très longtemps qu'ils ont arrêté de s'occuper des quartiers. Et effectivement, il a raison Olivier, il faut remettre tout le service, tous les commissariats, tout ça. Et quelque part, je dirais que les politiques, oui, comme elle dit Elisabeth, là on va se laver de tout. Et je suis et j'ai quand même aussi une tendre pensée pour ce jeune Naël, et j'ai aussi une tendre pensée pour la famille du policier, parce que aujourd'hui c'est très compliqué, il n'y a plus de dialogue, voilà c'est tout. C'est vrai que vous avez raison. Allez Eric, 0826 300 300, on a très peu de temps. Eric, pardon, c'est le temps file très vite. De Bordeaux. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Mais écoutez, moi je rejoins un petit peu ce que vient de dire l'auditrice précédente. Sandrine, pardon. Et puis parce que il faut arrêter aussi. Puis parce que là maintenant tout le monde tombe sur ce policier. Et là je dis chapeau quand même nos politiques, que ce soit le président et Monsieur Darmanin. Il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport au rodéo, c'était un scandale, il fallait que ça s'arrête. Et vous croyez qu'ils vont les arrêter comment ceux qui font les rodéos? En leur jetant des fleurs ou des roses en papier? Non, mais à un moment il faut arrêter. Donc moi, ce que je ne compte, moi je dis que, et là les syndicats de police, je les trouve, ils sont pleutres à l'image de beaucoup de choses dans ce pays maintenant. Ils devraient dire, puisque c'est comme ça, c'est la police le problème, et on dépose tous nos armes. On reste dans les commissariats, on interviendra
que pour les appels d'urgence. Et les banlieues qui brûlent à l'heure actuelle, eh ben, on les laisse brûler, on n'intervient plus. Nous, on ne veut plus être à l'origine du moindre problème. Et on va voir ce que va devenir ce pays. Merci Eric. Samia Maktouf, je rebondis sur ce qu'a dit Sandrine et ce qu'a dit Eric. Elle dit on a abandonné ces quartiers. Pourtant, le premier plan banlieue, c'est 1977. On a mis des milliards et des milliards et des milliards pour qu'on ait des banlieues qui sont devenues des zones de non-droit, parce que ça existe. Est-ce que c'est pas là le principal échec ? C'est un échec, mais vous savez, c'est pas parce pour avoir très cher, à tous les sens du terme. C'est pas le fait de mettre des millions et des millions qui fera échapper ces banlieues du chaos. Aujourd'hui, il y a l'éducation, il y a le soutien, il y a la proximité des parents, il y a tout un... Vous savez, la première école, c'est la cellule familiale. Où est cette cellule familiale ? Mettre de l'argent dans les banlieues, c'est très très bien, mais il faut être à l'écoute de ces banlieues. C'est très important. Excusez-moi, il y a un moment, je trouve qu'on est très à l'écoute, et en fait il y a une chose qu'on n'a jamais essayé, parce que ça fait 40 ans qu'on fait dans le victimaire, dans le pleurnichage, comme on est méchant, comme on est des salauds, on se flagelle le matin, on se flagelle le soir, regardez comme on n'a rien fait, d'ailleurs à tel point que plein de gens le pensent de bonne foi. On n'a pas rien fait du tout. Moi je pense qu'il faut tenter autre chose, de leur dire vous êtes des Français comme les autres, vous devez respecter la loi, quelles que soient vos difficultés, et la deuxième chose, arrêtez d'attendre tout de l'État, vous avez des bras, des jambes, des cerveaux, je veux dire, et vous pouvez quand même prendre votre vie en main. J'en ai marre qu'on les traite, c'est ça le mépris, c'est de les traiter comme d'éternels enfants. En un mot, moi je dirais que c'est moins de l'appartenance patriotique à un État et à l'adhésion à un drapeau et à des valeurs que de la victimisation. Merci beaucoup Samia Maktouf d'avoir été avec nous, avocate pénaliste. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une toute petite pause, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, bienvenue tout de suite, on gagne du temps, tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ce quiz de l'actu avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol, et on a gagné, on a gardé Samia Maktouf qui est avec nous. Et vous, Sandrine, vous allez devoir jouer contre qui? Vous choisissez qui? Alors, moi, je vais jouer contre celle que j'adore, parce que j'adore son peuple, c'est Elisabeth. Elisabeth Lévy, c'est vrai qu'elle a du peps, elle a du tonus. Ah oui, mais tout le temps, j'aime bien. Elle est montée sur 10 000 volts. Voilà. C'était 100 000. Allez, Elisabeth Lévy face à Sandrine. Qui c'est qui l'a dit? Mon cher Philippe, vous écoutez bien, sur la mort du jeune de 17 ans. Olivier. Sur la mort du jeune de 17 ans qui a dit « J'ai mal à ma France ». Philippe Bilger, il a été le plus rapide. Lui, il a sa France en particulier. Philippe Bilger a dit Kylian Mbappé, bravo. Qui c'est qui l'a tweeté? Qui c'est qui l'a tweeté sur la mort toujours du jeune de 17 ans à Nanterre de Naël? Un refus d'obtempérer ne peut pas être... Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Ne peut pas être une condamnation à mort pour personne, jamais. On peut jouer ou pas? Oui, il faut vous réveiller. D'habitude, est-ce qu'elle compte là, la réponse? Ah oui, mais là, vous n'avez pas posé la question. Elisabeth triche. Normalement, c'est vous qui vous plaignez. Allez, on y va, on n'a pas beaucoup de temps. Sur le jeune, je suis très à cheval sur les règles. Sur le jeune Naël, qui c'est qui l'a dit? Au calme de la vérité de l'enquête judiciaire. Macron. Darmanin. Bonne réponse de Philippe Bilger. Gérald Darmanin, effectivement. J'ai attendu la question, ma chérie. Qui c'est qui l'a dit? On va changer un peu de sujet. L'Assemblée nationale produit le meilleur et le pire. Voilà, sérieux comment ça, franchement? Ça pourrait tout le monde. Je sais pas, il y a une bonne pivette. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Elle a été plus rapide. Elle a dit Yael Braun. Et là, vous avez embrayé. Non, c'est Elisabeth Lévy la plus rapide. Yael Braun. Je vais pas te faire l'affront de proposer de te partager ce point. Qui c'est qui l'a dit, les amis, sur le hijab dans le football? C'est une offense supplémentaire à l'islam politique des agitateurs qui essayent de faire plier la République par tous les bouts. Darmanin. Non, Sandrine. Thierry Hazard. La ministre? Non. Elisabeth Il est vice-président, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. C'est pas Chenu. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Sébastien Chenu. Vous ne l'êtes pas. On en fait une petite dernière pour la route. La dernière pour la route. Qui c'est qui l'a dit sur la loi partage de la valeur? Ce n'est pas suffisant pour régler la question du pouvoir d'achat. Partage et intéressement ne valent pas salaire.
C'est pas Roussel. C'est bon pas. Il n'est pas politique. Il est pas politique. Un grand patron. Un grand patron. Alors c'est le patron. Ah, qu'est-ce que vous avez dit dans le casque, Sandrine? Non, j'étais en train de réfléchir. Petit indice, ces magasins portent son nom. Ah, Leclerc. Bonne réponse de Sandrine. Bravo, Michel-Édouard Sandrine. Leclerc. Bravo Sandrine. Bravo, Sandrine. Allez, restez avec nous, on fait une petite pause. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous pour commenter cette actualité, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier D'Artigol. Dans quelques instants, nous reviendrons sur le coup de projecteur avec l'éducation sexuelle et au développement durable. Demande-t-on trop aux enseignants, c'est pas facile à dire, 0826 300 300, mais tout de suite, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule pour la condition animale. Oui, Cécile, c'est un coup de gueule pour défendre la condition animale. Alors, je ne suis pas végane, je le dis, j'adore même la viande, mais c'est le jour de l'Aïd. Je souhaite d'ailleurs un bon Aïd à tous les musulmans qui pratiquent leur religion, mais pas de n'importe quelle manière. En effet, comment tolérer ce qui s'est passé à Nice, où on a trouvé 40 moutons vivants dans un appartement, enfermés dans une pièce de 10 mètres carrés, une des bêtes ayant été égorgée, gisant au milieu des autres. On a d'ailleurs une pensée pour les voisins qui ont dû apprécier. Même chose pour les abattoirs en plein air où les moutons sont dégorgés par des personnes non formés et surtout sans étourdissement, les images révulsant même les plus viandards d'entre nous et évidemment sans les conditions d'hygiène requises qui sont appliquées dans les abattoirs légaux. Alors c'est un coup de gueule contre tous les abattages sans étourdissement, halal, kasher ou pour toute autre raison, car les animaux ont une sensibilité et toute souffrance qui peut leur être évitée doit l'être, et ce quelle que soit la religion ou la non-religion de chacun. Coup de gueule de Philippe David. Votre humanisme est donc passé des hommes aux bêtes, c'est bien. Oui, absolument. Et il les mange quand même. Il est universel. Vous mangez de l'homme aussi? Non. Non, mais pas mieux. Non, Moi, je mais trouve très positif vous avez raison, bien sûr. le billet est juste. Ouais. Je trouve très positif qu'on puisse évoquer ces sujets-là sur la souffrance animale. Alors qu'il y a quelques années, quand on voulait l'évoquer, on pouvait passer comme ça pouvait passer comme de la sensiblerie. Oui, ou comme gnangnan, quoi. Oui. Surtout que j'ai lu et je l'ignorais, à la place du sacrifice, le droit musulman permet de faire un don aux personnes démunies. C'est plutôt intéressant. J'ai vu que vous aviez tweeté cela, Syl, et j'ai vu aussi ce câlin entre Lyon et Lyon. Oui. Ce quoi? Un câlin entre Lyon et Vous aviez Lyon. tweeté hier. Ah bon, oui, exactement. Voilà, c'est mignon ce petit câlin. Oui, c'était un moment de douceur. Oui. Elisabeth Lévy. Juste sur la question de la souffrance animale, le problème c'est que maintenant il faudrait se battre sur deux fronts. D'un côté, effectivement, pour défendre on a un certain nombre, à mon avis, on a le droit de manger les animaux, on a le droit de les faire travailler avec nous, etc. Mais on doit leur assurer effectivement une vie digne. Le problème c'est que de l'autre côté, il faut se battre contre les ânes antispécistes, si vous permettez. C'est quand même un peu embêtant que pour défendre les animaux, certains veulent absolument nous expliquer qu'il y a continuité. J'en entends même qui défendent qu'il ne faut pas tuer les moustiques, même dans les endroits où ils donnent des maladies mortelles. Oui, vous parlez d'Amérique 40. Vous avez tout compris. Auquel il manque. Non, il y a. Quelqu'un a dit qu'il y avait 2 lettres en trop, mais c'était vraiment pas gentil. Non, c'est voilà. Allez, restez avec nous tout de suite. C'est le top click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top click. Et Félix Mathieu, dans le top tendance ce soir sur Twitter, on retrouve bien entendu Nanterre Naël et 17 ans. La mort de cet adolescent de 17 ans au volant lors d'un refus d'obtempérer prend une dimension politique. Marine Le Pen qualifie d'irresponsable les mots employés par le président Macron pour évoquer ces faits ce midi. C'est inexplicable, inexcusable, et d'abord ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Des propos très excessifs, irresponsables, réagit la présidente des députés RN. Est-ce que l'acte est inexcusable? Est-ce qu'il est inexplicable? C'est à la justice de répondre à l'enquête qui va se dérouler, écrit-elle. Réaction similaire du syndicat de police Alliance. À travers ses propos contraires à ses déclarations comme quoi il soutient la police, il est inconcevable que le président de la République, comme certains responsables politiques, artistes ou autres, bafoue la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Il condamne, écrit Alliance, il condamne nos collègues avant même que la justice ne se prononce. C'est ce qu'écrit le syndicat Alliance. Des responsables de droite qui accusent la gauche de récupération. Accusation notamment à propos de cette séquence du député de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo. Une vidéo le montre se faire repousser par des émeutiers à Nanterre. Les gars, tu veux rester ici?
Voilà, on va te piétiner. Trace ta route, frérot. Merci. C'est comment Même eux ne veulent pas de sa récupération, écrit un internaute qui se présente comme militant avec une sensibilité plutôt à droite. Soutien surprenant en revanche, mais sans doute un peu ironique, de Grégoire de Fournas, ce député RN qui avait été exclu pour propos racistes lors d'une intervention de son collègue insoumis justement. Il écrit aujourd'hui: j'adresse mon total soutien à Carlos Martins Bilongo, pris à partie par les émeutiers. Ensemble, remettons la France en ordre, écrit Grégoire de Fournas. Alors des avis, vous l'avez compris, très clivés de part et d'autre sur cette actualité. Parmi les autres hashtags en top tendance en rapport avec ce sujet, on trouve Lola en top tendance sur Twitter ce soir. Lola, oui, avec des internautes qui reprochent à la gauche de ne pas s'être autant indignés lors de ce fait divers que lors de celui-ci. D'un autre côté, on a aussi des hashtags très anti-police qui se hissent dans les top tendances, comme par exemple la police tue, autre expression parmi les plus utilisées ce soir sur le réseau social. Merci Félix Mathieu. Vous avez une réaction? Oui, juste un petit correctif, cher Félix. Grégoire de Fournas n'a pas été suspendu ou exclu de l'Assemblée pour propos racistes parce qu'ils étaient bien fichus de prouver qu'il y avait eu des propos racistes. Et donc, ils ont inventé un autre prétexte qui était trouble, je sais plus, enfin, bazar. Bazar à l'Assemblée, c'est pas le mot, mais c'était ça. Le bureau n'a pas pu l'exclure pour propos racistes. Oui. Pardon. Sur la récupération politique, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de récupération là? Mais là, ça les gêne pas, hein. Ça les gêne pas, on n'a pas attendu 5 secondes pour dire ce qu'il en était, qui était coupable, et bien sûr, non mais c'est à chaque fois pareil. Hein. Ouais, mais il faut quand même, moi je le dis, alors pour moi, je vais pas vous embarquer là-dedans, mais moi je reconnais qu'il arrive aussi que dans certains faits divers qui, par exemple, sur l'affaire Lola, où on nous a dit tout de suite que la fille était, donc elle aurait pas dû, la meurtrière aurait tout simplement pas dû être sur le territoire français, effectivement, il m'a semblé qu'on pouvait en tirer une interprétation, ce que je ferai moins facilement parce que je pense pas que la police tue de façon systématique dans cette affaire. Donc il faut reconnaître que chacun d'entre nous peut, moi en tous les cas, se rendre coupable de récupération. Olivier d'Artigol. Chaque fois, je pensais à Annecy et sur l'heure qui a suivi, les premières réactions étaient sur attentat islamiste. Vous en souvenez? Oui. Donc les récupérations, d'où qu'elles viennent, abîment ceux qui s'y prêtent et abîment le climat médiatique et politique en général. Mais je crois que nous sommes tombés dans une époque où malheureusement il va falloir faire avec et trier le bon grain de livret. Tout le monde ne se conduit pas comme ça. Oui, il y a des politiques qui maîtrisent au trébuchet, au millimètre près leur expression dans ces moments-là. Et heureusement, ils ont j'ai envie de dire, encore un regard sur leur fonction de qualité, quoi. Ils ne font pas n'importe quoi, ils ne disent pas n'importe quoi. Il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir. Il y en a deux qui ont été très bons. S'empêcher, comme Ruffin et François et Fabien Roussel. Objectivement. Et Retailleau, je crois qui a été très, très flat aussi dans son propos. C'est bien, Bruno, bravo. Sans récupération. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez avec nous dans un instant. Les tour de table de l'actu des vraies voix. On va les entendre sur leur sujet du jour. À tout de suite. Vraies voix aujourd'hui pour vous accompagner Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol et vos appels au 0826 300 300. Sandrine, qui est notre auditrice préférée aujourd'hui, puisque c'est notre auditrice vraie voix. Mais tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et on parle cinéma avec Philippe Bilger. Oui, Monica Bellucci aime Tim Burton et va faire un film avec lui. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Oui, alors j'ai éprouvé ce sentiment je savais qu'on allait parler de la tragédie de Nanterre et compulsant tout cela, et alors que je suis moi-même très passionné par les événements people, j'ai même il y a longtemps j'avais écrit un livre pour défendre la presse décriée. La presse, je distinguais la presse people de
de la presse caniveau. La nuance était subtile. Ah oui. Mais donc je considère que c'est très important, et je le dis sans ironie, Monica Bellucci aime Tim Burton, va tourner un film avec lui, et mon Dieu, ça apporte un peu de fraîcheur, c'est vrai, de douceur, de sentimentalité dans une période qui en manque certainement. C'est vrai, c'est vrai. Monica Bellucci, et c'est une information. Olivier D'Artigol. Je ne la surestime pas, mais elle existe. Elle est très énervante, parce qu'elle ne bouge pas, Monica Bellucci. C'est très énervant. Que j'étais en train de penser ça, puis j'étais aussi en train de me dire qu'il faudra, dans mes lectures d'été, que je trouve le livre de Philippe Bilger. Si on trouve encore, il a eu tellement de succès. Livre à propos d'un inclassable. Non, pas celui-là. Non, celui sur plaidoyer pour une plève décriée. Bon, ben on essaiera de trouver ça. Elisabeth Lévy. Intéressant. Tim Burton, ça vous fait rêver? C'est qui cette Monica Bellucci? Appelez-moi la direction tout de suite. J'allais dire cette blondasse, mais je peux pas dire blondasse, cette brunasse. C'est qui cette brunasse? C'est très surfait, Monica Bellucci, si vous voulez mon avis. Je comprends pas pourquoi on perd tout ce temps. Et ça m'agace, ces gens qui vieillissent pas, là, ça m'agace. Ouais. Elisabeth Lévy, pendant que vous êtes là, quand on parle de l'école, on sait que c'est toujours sur l'accessoire et non sur et on fait la passe sur l'essentiel, pardon. Ah bah et sur la durée des vacances. L'école. Ouais. J'anticipe peut-être un peu sur notre mais là, débat, mais parce que j'ai vu la une du Monde hier, c'était que le président, qui est décidément, je veux dire, omnisachant, le président trouve donc que les vacances d'été sont trop longues. Je sais pas, il a ses enfants sur le poil, j'en sais rien, bon. Et donc, il veut qu'on change ça. Alors, c'est l'éternelle histoire du rythme scolaire. Ça nous a fait une quasi-guerre scolaire il y a 5 ou 6 ans, ou peut-être un peu plus longtemps. Je sais même plus pourquoi. Oui, parce que ils avaient monté des activités qui devaient être assurées. Évidemment, il n'y avait personne pour les assurer. C'était pour le temps scolaire. Enfin bon, tout ça est ridicule, si vous voulez, parce que pendant ce temps-là, vous avez toujours des enfants qui sortent de l'école sans savoir lire, sans savoir écrire, sans savoir compter, et surtout, sans savoir penser. Et que le rôle de l'école, c'est d'ouvrir aux œuvres du passé, c'est de transmettre l'immense culture qu'est la culture française, c'est de former des cerveaux. Pas, on verra la suite dans notre débat, mais moi je suis frappé, si vous voulez, par le fait que dès qu'il s'agit des véritables problèmes, il y a zéro ambition. On a la trouille, et puis alors, l'usine à gaz de l'école, et puis les autres dont on parlera, alors ça, des rythmes scolaires, des changements. On va passer, je vous fiche mon billet s'ils le font, on va passer des semaines à parler du temps des vacances d'été, franchement. Philippe Bilger, le temps des vacances d'été, c'est important? Moi, je disais hier, je trouvais que c'était peut-être une bonne idée de réduire les vacances, parce qu'évidemment, ça permettait peut-être aux horaires d'être modifiés dans le bon sens. Et puis ça a un coût sur les foyers, les vacances. Mais au fond, hier, rappelez-vous le débat avec Françoise Degois, j'ai presque été convaincu par le fait qu'en tout cas, on ne peut pas asséner comme ça des propositions sans les discuter. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Notre ancien prof, Olivier D'Artigol, son avis là-dessus. La réforme du bac et du lycée a fait qu'il n'y a plus de 3e trimestre. C'est vrai. C'est ça. Le temps non scolaire est aussi le temps qui creuse les inégalités. Parce que certains peuvent aller vers des activités ou même le droit aux vacances et d'autres non. Donc il y a quelque chose à réfléchir, et avec d'énormes inégalités territoriales sur le temps périscolaire. Ah voilà, périscolaire. Sur le temps périscolaire, il y a des villes où les choses sont organisées et d'autres non. Mais vous ne croyez pas qu'il faudrait d'abord assurer le temps scolaire et les activités scolaires plutôt que le périscolaire et autres? Je suis d'accord avec les deux, il faut organiser les deux temps. Olivier D'Artigol, un sujet lourd. Avant d'envisager une nouvelle législation sur la fin de vie, il faudrait donner la priorité aux soins palliatifs. Nous aurons l'occasion dans les mois qui viennent, puisque le gouvernement a annoncé, le président, un projet de loi sur la fin de vie avant la fin de l'été, donc avant le 21 septembre, où il annonce un nouveau modèle français. On a eu à discuter de la loi Claes-Leonetti, qui est une loi qui a amené des choses, je pense, positives, mais avec malheureusement pas suffisamment de moyens pour l'appliquer, notamment concernant les soins palliatifs. Aujourd'hui, 2/3 des malades, c'est une mission d'information de l'Assemblée nationale, qui nécessiterait des soins palliatifs, n'ont pas accès à ces soins palliatifs. Les inégalités géographiques sont très importantes. 21 départements n'ont aucune unité spécialisée.
disais, il manque plus de 100 médecins dans les structures actuelles de soins palliatifs. Et j'ai trouvé cette statistique dans ce document de mission d'information à l'Assemblée nationale. Chaque année, 380 000 personnes meurent d'un cancer, d'une maladie cardiovasculaire, de pathologie grave qui entraîne des souffrances physiques ou psychiques. Et elles mériteraient un soin palliatif, un accompagnement. Or, 60% des décès annuels dans ces hôpitaux, je me trompe, excusez-moi, donc nécessitent de soins palliatifs. Or, il n'y a pas la garantie universelle d'accès à ces soins, et sur 53% voilà, qui meurent à l'hôpital, personnes, seuls 23 ont eu accès à un soin palliatif. Donc nous sommes dans une situation indigne pour une société développée comme la nôtre concernant cet accès qui devrait être universel et garanti. Et j'ajoute une chose que j'ai lue dans Le Monde qui m'a terrifiée. C'est dans une tribune, et je l'ai eu sur mon téléphone très vite, mais c'est un professeur hollandais, qui disait que dans certains coins de Hollande, les euthanasies représentaient 35% des décès. Alors, il dit que c'est certains coins, etc. Ce qui veut dire que pourquoi je dis ça? Parce que l'absence des soins palliatifs, plus tout le discours autour sur la fin de vie indigne, etc., est une incitation. Il y a eu une tribune formidable dans le Figaro où des gens qui sont très mal sur le plan de la santé disaient faites-nous tout ce que vous voulez, nous aider, dialoguer, nous cajoler, mais surtout nous faites pas. Et l'expérience des médecins chargés de ces unités de soins palliatifs disent que quand on reçoit des personnes qui expriment la volonté de mourir, après quelques jours de prise en charge, elles n'expriment plus cette idée-là. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol. Et puis pour revenir sur Monica Bellucci tout à l'heure, l'ami de Philippe. Non, mais on disait on disait qu'elle ne vieillissait pas. Je viens de recevoir un texto qui dit que des mufles autour de la table, pas un pour dire que Elisabeth et toi ne bougez pas non plus. Voilà. Qui a écrit ça? Restez avec nous. On revient dans un instant. Ils sont en forme nos vraies voix aujourd'hui. Qui n'en veut, qui n'en veut. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Et ça va, Olivier d'Artigol? Très bien. Super fort. Je sais pas. On a que le Darty ou que le Gaulle aujourd'hui. On n'a pas les deux. Donc ça sera bien de. On n'a pas dit Darty. D'Artigol, exactement. Allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc obligatoire au CP, jusqu'à la terminale, l'éducation sexuelle à l'école fait faire l'objet de 3 séances par an pour faciliter et accélérer sa mise en œuvre. Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, a donc lancé mardi un plan de formation pour les personnels de l'Éducation nationale qui sera déployé dès la rentrée prochaine. Cher Philippe. Oui, idem pour l'éducation au développement durable. Ça date de la fin de semaine dernière. Avec les 20 mesures annoncées il y a presque une semaine, le gouvernement a pour objectif, dès la rentrée 2024, c'est-à-dire de l'an prochain, d'intégrer les enjeux de transition écologique à l'enseignement moral et civique. Mais est-ce que ça ferait pas quand même des programmes à rallonge un peu trop longs pour les enseignants, puisqu'ils se plaignent souvent de ne pas terminer les programmes, et maintenant on leur ajoute de l'éducation sexuelle et de l'éducation au développement durable. Vous pensez qu'on en demande trop aux enseignants, ou vous pensez qu'on peut encore leur en demander plus? Dans tous les cas de figure, venez témoigner au 0826 300 300. Et Nadia Alram est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes représentante des personnels pour le SE-UNSA. Philippe Bilger, est-ce que cette charge encore Alors, j'ai bien conscience que mon opinion dans le domaine de l'éducation nationale est rarement majoritaire. mais n'empêche que je trouve, en dehors de la charge considérable des professeurs, le développement durable, à la rigueur, si on estime que la matière est essentielle, je pourrais admettre qu'elle soit enseignée à l'école. Oui. En revanche, l'éducation sexuelle, si on veut faire des formations, je la pense réservée plutôt aux univers familiaux, si les parents sont capables d'aborder le sujet. Entendons-nous, parce que parfois, il y a une sorte de pudeur des deux côtés. Mais je pense que l'école aurait tout intérêt, et pardon pour cette pensée conservatrice, à revenir, c'est répéter sur les fondamentaux. D'abord,
comme le disait Elisabeth ou Olivier tout à l'heure, faisons d'abord l'essentiel et puis ensuite on ira vers le péri. D'abord ce qui manque et puis ensuite peut-être des gracieusetés superfétatoires qui ne sont pas forcément utiles. Donc, moi, c'est encore plus sur le savoir-faire là qu'on nous vend. Moi, mon problème, c'est que ça va être de l'endoctrinement, parce que dès qu'il s'agit de ce sujet, le doute est interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, c'est-à-dire c'est peut-être une bonne idée, mais la façon dont ça va être fait sur le mode culpabilisateur des parents, allez dire à vos parents gna gna gna, comme ils sont méchants avec la planète, et ça va être comme la charte de Radio France, le doute est interdit. Quant à l'éducation sexuelle, pour moi c'est un oxymore. C'est-à-dire, moi j'ai appris à l'école comment fonctionnait le système reproductif des êtres humains en sciences naturelles, je me rappelle très bien. 6e, 5e. Excusez-moi, je n'ai aucune envie, c'est-à-dire la sexualité, c'est pas, j'en ai marre qu'on nous présente la sexualité comme une espèce de discipline, comme un sport, Je suis désolée, la sexualité, c'est le domaine du tourment, du trouble, de l'interdit, de la honte, de la culpabilité, du plaisir, de toutes ces choses qui, heureusement, des générations de gens l'ont appris sans qu'on leur dise à l'école comment faire, et je commence à en avoir ras-le-bol qu'on se mêle de tout, si vous voulez, comme s'il n'y avait rien dans la vie humaine qui devait échapper à la normalisation. Olivier d'Artigol, ancien prof et qui a gagné le concours général en éducation sexuelle en 1987. Je vais donc être à front renversé vis-à-vis des propos d'Elisabeth Lévy. Je trouve très positif qu'il puisse y avoir une sensibilisation aux enjeux du réchauffement climatique. Tu fais peut-être partie des très rares personnes qui pensent toujours que l'activité humaine n'a pas de conséquences en la matière. Mais je plaisante. Mais c'est quelque chose de très important pour les années qui viennent. Et d'ailleurs, la jeune génération est déjà sensibilisée. Je trouve très positif aussi qu'il puisse y avoir une sensibilisation à l'éducation sexuelle, tout simplement parce que vous dites que c'est dans les familles ou pas. L'école est là pour aussi réparer les inégalités culturelles et sociales de départ. Moi, j'ai appris dans ma famille à l'école. Vous pouvez avoir aussi des familles où rien n'est dit, où rien n'est partagé, où rien n'est expliqué. Entre la famille et le porno, je vais vous faire enrager, et j'ai totalement confiance dans le corps enseignant pour pouvoir... oui, j'ai confiance. Je vais dire quelque chose. Je termine l'année en vous disant quelque chose. J'aime les profs. Je trouve qu'ils font un travail formidable et qu'ils ne sont pas suffisamment... Mais ça veut dire quoi, cet amalgame ? J'aime les profs. Ils ne sont pas suffisamment soutenus dans le discours politique et médiatique. Moi, j'aime Nadia Alran. À moi. Oui. Et je vais dérouler parce que c'est un sujet, mais je vais essayer d'être synthétique pour autant. Éducation pas sexuelle, mais à la sexualité, j'y tiens. 4 versants, d'accord ? Le versant SVT, science, le corps, la maîtrise du corps. Qu'est-ce que c'est la reproduction ? Donc effectivement, ça existe déjà depuis très longtemps. Au collège, voire même de manière un petit peu plus précoce et plus adaptée à l'école élémentaire, quand les enfants sont prêts à comprendre. On est vraiment sur la mécanique du corps. D'abord la puberté et la suite logique, effectivement, comment on fait des enfants. Et ça, c'est très important pour nous, à l'UNSA, du côté professionnel et militant, que, effectivement, vous l'avez dit, entre les familles qui n'ont pas le bagage ou pas la volonté, et ça, c'est même pas une question de pauvreté ou de richesse, c'est aussi une question de pudeur, d'habitude. Je pense que nos parents, à nous, dans leur famille, on leur a pas parlé sexualité du tout. Ou de culture. Laissez-moi terminer. Ou de culture. Je ne vous ai pas interrompu. Ou de culture, ou de... en tout cas, il y a 17% ou 20% de jeunes entre 15 et 24 ans selon une étude qui aimeraient qu'on parle plus d'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire parce que dans leur famille, eux-mêmes ne sont pas à l'aise pour poser les questions à leurs propres parents ou à l'adulte qui les encadre. Donc, mais sur ce qu'a dit le ministre, en fait, ces 3 séances existent depuis quelque temps, mais elles n'étaient pas du tout encadrées. Du CP donc à la terminale, on n'avait pas les contenus parce qu'il n'y a pas que le côté science de la vie, le côté corporel, il y a aussi le côté psycho-émotionnel, c'est-à-dire des plus petits aux plus grands, quand je suis amoureux, quand j'ai du désir, dans le cadre... Je finis, hétéronormé ou pas, qu'est-ce qui se passe quand je veux faire un bisou à quelqu'un, si la personne d'en face, elle ne veut pas de mon bisou, et là je dis bisou pour les plus jeunes, mais on voit jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce qui se passe ? La notion du consentement, la notion du respect de l'autre, du respect du corps, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ai du désir ou pas, quand je tombe amoureux ou pas, est-ce que c'est normal de tomber amoureux quand je suis un petit garçon d'un autre petit garçon ou pas, etc. Toutes ces questions-là, on le fait déjà et depuis très longtemps, et c'est inscrit déjà dans les programmes, dans l'éducation morale et civique.
pour ce côté-là. Dans l'EMC, pour le côté respect, parole, libération de la parole, je pose toutes les questions. C'est quoi ? Éducation morale et civique. D'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est présent. Donc là, on annonce un plan, comme d'habitude, on est en juin. Ça veut dire qu'au niveau budgétaire et moyens alloués, les moyens alloués pour la rentrée dans 2 mois, ils ont déjà été consommés. Donc on nous dit qu'on va former les enseignants, mais sur quel temps ? Je ne sais pas, parce que vous n'aurez pas oublié qu'on a une crise du recrutement. Donc on prend de plus en plus de contractuels non formés, qui ont parfois à peine le bac, surtout en région parisienne, pour les mettre devant une classe. Donc voilà, il y a eu un plan mixité sociale au début du mois de mai. Il y a eu le plan harcèlement 2 fois, je vous le rappelle, au mois de juin. On est encore sur le plan laïcité qui était censé se dérouler depuis la mort de Samuel Paty, qui n'est pas fait nulle part. Ah oui. Donc vous avez dit, il annonce un plan, mais c'est bien ça, il annonce le plan, je vous le dis tout de suite, à l'UNSA, on sait qu'il n'aura pas lieu. Et puis en plus, c'est laisser croire qu'on ne fait rien alors qu'on fait. Et comme vous l'avez dit, je crois que c'est vous qui l'avez dit, moi, à titre professionnel et militant, je préfère que les enfants se forment à l'école que devant du porno. Parce que l'accès au porno aujourd'hui dans notre pays, il est... Allez, on fait réagir. Vous voulez réagir, mais dans le micro. Je voulais vous... C'est très intéressant ce que vous avez dit. Est-ce qu'au fond, peut-être notre erreur, enfin la mienne en tout cas, Elisabeth va peut-être maintenir son point de vue, est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas faire une distinction entre, j'allais dire, l'information sur le corps, qui relève de l'école, de mon point de vue, là je vous rejoins totalement, et... Absolument. Et le sentiment qui pourrait relever plutôt des familles, des rapports affectifs qu'on apprend en dehors de l'école. Est-ce que vous accepteriez cette distinction ? Alors de toute façon, pour nous, il est hors de question que l'école se substitue aux familles. Et ce qui est super intéressant, c'est quand ça se construit dans le dialogue avec les familles. Dans les espaces de travail où les familles sont éloignées de ces questions-là, organiser des rencontres avec les familles pour annoncer, discuter avec elles de la façon dont ça va être abordé en cours, des plus petits, là où il y a le plus de crainte, clairement, aux plus âgés, ça c'est intéressant. Savoir ce qui peut être fait dans la sphère familiale et ce qui ne l'est pas. On a aussi beaucoup de familles monoparentales, notamment parfois avec des papas en charge de jeunes enfants et des mamans seules qui ne sont pas toujours non plus armées pour aborder ces sujets-là. Ça les met souvent mal à l'aise. Vous voulez dire des pères et des mères, je suppose. Moi, je suis frappée par votre discours. Pardon, je répète sur le corps. J'ai été frappée par le vôtre. Je suis tout à fait d'accord. Mais excusez-moi, qu'est-ce qui vous autorise à dire ce qui se passe quand quelqu'un est amoureux ? Au nom de quoi un professeur détiendrait-il le moindre savoir sur qu'est-ce qui se passe dans la tête ou dans le psychisme ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? Mais enfin, je veux dire, excusez-moi, vous m'avez demandé de... Je finis. Pardon. Oui, donc, non mais excusez-moi, je veux dire, je trouve cette prétention, si vous voulez, à régir l'ensemble de la sphère humaine qui vous est donnée par nos dirigeants, c'est pas vous qui l'avez décidé, je trouve ça hallucinant. Et heureusement que j'ai pas d'enfants qui seraient à l'école et à qui on te referait la tête. Moi je pense qu'aussi il y a des choses que des générations ont apprises aussi seules, par l'expérience, par la lecture, par les romans, par la littérature, par le cinéma. Et donc, et juste par contre sur le réchauffement climatique, je voulais pas qu'il n'y ait pas d'erreur, ça ne me dérange pas du tout qu'on le fasse. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont on va le faire. C'est-à-dire, et même pour l'éducation, la tolérance à la limite, et du coup la tolérance. Ce qu'on voit en réalité aujourd'hui avec des associations qui font de la propagande trans, missionnées pour aller répandre la bonne parole, excusez-moi, c'est pas de la tolérance, c'est de l'endoctrinement. Il y a quelque chose on l'a abordé, mais très rapidement, qui est informé et très documenté aujourd'hui par des pédopsychiatres et au-delà, sur les effets catastrophiques de la pornographie sur les tablettes, sur les réseaux sociaux, etc., concernant la sexualité des plus jeunes, c'est-à-dire leur rapport au corps de l'autre, c'est affreux. Oui, je suis d'accord. Donc là-dessus, est-ce que l'acte éducatif peut aussi être un acte qui, par exemple, sensibilise au danger de ce support ? Mais moi j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas éduquer, entre guillemets, bien entendu, les parents qui d'abord n'ont pas forcément les beaux mots, qui ne savent pas se servir des réseaux sociaux, pour que eux transmettent à leurs enfants. C'est-à-dire, bien sûr, c'est aussi compliqué et vous n'êtes pas non plus les profs, vous ne devez pas éduquer non plus les parents, mais c'est aussi, il y a des parents qui sont totalement désœuvrés pour plein de raisons et qui adoreraient pouvoir créer ce lien avec leurs enfants. Mais bien sûr, mais ça fait partie de notre rôle. Enfin, nous, à l'UNSA, on prône l'alliance éducative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des temps d'échange, effectivement, pour
sur ces sujets très particuliers comme le harcèlement, l'éducation à la sexualité, où on peut donner aussi dans la discussion avec les parents notre point de vue de pédagogue. Je vous rappelle que nous sommes des professionnels, formés ou pas, plus ou moins habilités selon l'expérience qu'on a eue et les formations auxquelles on a eu accès. Mais tout le monde n'est pas pédagogue, pardon de vous couper, dans des sujets précis. C'est vrai que ces sujets de la sexualité, de la relation humaine, moi j'ai eu des profs de maths, ils n'avaient assez peu de pédagogie, donc je le voyais. Et tout le monde a eu on a eu. Tout à fait. Non, mais je vous rejoins. Voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de vous en notre avoir des problèmes de profs de maths. Notre formation. Non, pardon pour les profs de maths. Non, il n'y a pas de souci. Je parle du mien. Notre formation initiale est très insuffisante. C'est tout. Dans notre pays, on a une année de stage, premier ou second degré, donc de l'école au lycée. Dans d'autres pays, c'est 4 ans de stage. Voilà. Parce que nous, on estime encore que notre métier ne s'apprend pas. C'est un métier qui s'improvise. Bon, ça, c'est très politique, d'accord, c'est une idéologie. Nous, on estime à l'UNSA qu'effectivement, il faut que la formation soit complète et tout au long de la vie, et selon les souhaits émis par les personnels, selon les sujets qui nous questionnent et qui nous mettent en difficulté. Moi, la dernière fois que j'ai fait de l'éducation à la sexualité, c'était avec une classe de 22 CM2 l'année dernière dans la ville de Perpignan, dans une école de l'éducation prioritaire. Je voudrais pas vous choquer, mais j'avais une enfant qui avait déjà ses règles, et elle pensait, et après donc elle a compris que ce n'était pas le cas, qu'à chaque fois qu'elle avait ses règles, elle perdait un enfant. Elle a appris à l'école parce qu'elle n'avait pas parlé de ça, elle n'était pas allée au bout de l'explication avec sa famille. Pourtant, c'était une élève brillante qui avait déjà un niveau 6e pour tout ce qui est littérature, etc. Mais elle a appris au cours de cette séquence de sciences qui a été très longue parce qu'il n'était pas question de heurter la sensibilité de ses enfants. Elle a appris ça. Et les autres ont appris plein d'autres choses. Mais ces sujets, de toute façon, si ça les intéresse, vous avez dit, ils apprennent seuls, mais c'est catastrophique d'apprendre seul. Est-ce que vous savez combien il y a encore de grossesses non désirées sur des jeunes filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans dans notre pays en 2023, avec l'accès qu'on a justement à la connaissance en autonomie? C'est incroyable, c'est une question de santé publique. Beaucoup, et selon les départements, un petit. Mais là-dessus, moi, je suis d'accord sur la reproduction, comment ça marche. Je vous dis que moi, je l'ai appris en sciences que c'était les règles. Je vous assure, en 5e ou en 4e. 6e peut-être. C'est trop loin maintenant. Mais nous, on a un peu zappé le développement durable. Allez, 0826 300 300, Sandrine, une réaction, Sandrine. Oui. Oui, c'est très intéressant, justement ce que votre invité disait, parce que en fait, voilà, moi j'interviens, en tant qu'agricultrice, mais après j'interviens, je donne des cours de zootechnie dans un lycée agricole. Et c'est une passion en tant que professionnelle. Et c'est vrai que je rigole parce que nous on fait des cours après de reproduction animale, donc bon, ça reste toujours une plaisanterie, mais c'est très important parce que voilà, nous, on peut apprendre des choses quand même. Oui, mais bon, alors bien sûr, il y a toujours des petites blagues. Ils demandent si à chaque espèce, il y a, par exemple, si un bovin peut s'accoupler avec un ovin, voilà. Ah oui. Non, mais j'ai eu droit. Mais c'est une vraie bonne question en tout cas. Bon, est-ce que moi je peux m'accoupler avec Philippe David? Je suis pas sûre. Mais par contre, gardez les petits. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le dialogue effectivement dans les familles. Il n'y a pas. Alors, en début d'année, on se passe des entretiens. Ça reste très pas des entretiens, et après il y a une infirmière, voilà. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes n'ont pas de dialogue avec les parents. Et c'est très inquiétant parce qu'on se dit mais c'est pas possible, on le comprend pas. Et je peux comprendre Elisabeth Lévy parce que moi j'ai 51 ans et on a appris aussi les cours de sciences naturelles en 6e. Voilà. Moi non plus je le comprends pas qu'au 21e siècle il n'y ait pas ce dialogue. Voilà. Mais et qu'on l'a eu avant et qu'on s'est bataillé, puis qu'on était curieux. Bon, est-ce que à un moment donné ces réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai comme vous dites, c'est très important cette pornographie aussi qui est ouverte, enfin ils arrivent avec leur téléphone. Nous on n'avait pas ça, nous on n'avait pas du tout ça. Je sais pas, mais il n'y a pas de dialogue. Ça moi ça me fait mal au cœur. J'arrive pas à le comprendre. Sandrine, on comprend. Merci beaucoup. Restez avec nous, Nadia Alran. Culturellement parlant, vous parliez tout à l'heure, par exemple, d'un petit garçon qui tombe amoureux d'un petit garçon, d'une petite fille à une autre petite fille. Comment ça peut être perçu dans certains foyers, en fait? Ça aussi, ça va être difficile. Si on a ces discussions en classe, vous voulez dire? Oui.
Ça aussi, ça Alors, peut être moi, difficile. j'ai jamais eu de retour négatif. Voilà, ça peut arriver et tout se résout en général par le dialogue. De toute façon, la loi nous protège. Donc, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup dans le système scolaire sur qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui, parce que c'est pareil. Hein, la structure familiale de base a évolué, a changé en 50 ans. Voilà. Oui, mais est-ce que certains enseignants dans certains lycées vont oser le faire? C'est ça le truc. Est-ce qu'on va aller aussi assez ouvert? Est-ce qu'on va être assez ouvert sur ces sujets? Normalement, c'est 3 séances par an, CP, terminale. Que les collègues ne se sentent pas toujours armés et soutenus, ça c'est clair. Ils nous le disent, ils nous alertent. Donc il faut qu'il y ait un fort soutien des équipes de direction là-dessus. Il faut des projets qui soient co-construits, qui soient montés et qui soient portés par la direction de l'établissement quand on est en collège et en lycée, avec l'appui de l'infirmière scolaire, avec l'appui du CPE qui est pleinement engagé dans ces questions-là. Et pour le premier degré, c'est pareil. Lorsque les collègues ne se sentent pas assez solides, ils peuvent s'adresser au conseiller pédagogique, etc. Donc c'est pour ça que Papendiaï a parlé de formation. Oui, la formation, elle est nécessaire, clairement. Moi, j'ai mis un doute sur la façon d'installer cette formation, parce que pour moi, aujourd'hui, on n'a pas mis les moyens nécessaires. Mais cette formation, il faut décrisper tout ça. Mais vous avez déjà dit, c'est déjà le cas sur la laïcité depuis la mort de Samuel Paty. Tout à fait. Et ça fait comme... Oui, Philippe Bilger. Lors de ces formations, vous avez beaucoup de questions des petits ou des élèves. Alors les élèves, ils sont toujours un petit peu gênés, etc. Mais j'ai envie de vous dire, ça dépend du climat de confiance qui est déjà installé entre le groupe classe et l'enseignant. Plus il y a de confiance et plus la parole va être libérée. Plus vous avez d'espace de parole déjà construit avec le respect de la parole de l'autre et où on ne se moque pas, où on ne stigmatise pas, et plus la parole va se libérer. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit sur le temps long. Ça vient pas comme ça. Ça fait sortir cette matière de la gaudriole. C'est peut-être. Je vous contredis. Non, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est bien. Elisabeth, non, mais moi, ce qui me pose problème, si vous voulez, c'est encore une fois qu'on explique aux gens comment ça marche. Si vous voulez, comment on fait des enfants, bah oui, ce serait bien. C'est encore d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, la reproduction et la sexualité sont de plus en plus déconnectées. Vous pouvez faire des enfants sans jamais rencontrer l'autre sexe, en vrai. Donc, je veux dire, c'est certainement nécessaire de rappeler qu'au départ, il y a un homme et une femme et que c'est à partir de ces cellules qu'on le fait. Donc ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est cette idée que l'éducation nationale serait habilitée à donner une vérité normative sur ce qu'est l'amour. Pas du tout ça. Si, vous avez dit. Et tout à l'heure, vous avez dit, excusez-moi, quelque chose qui me sidère, parce que moi-même, je ne sais pas exactement ce que je ressens quand je suis amoureuse, vous voyez. Et surtout, il ne me semble pas que c'est un débat d'intérêt public ou social. C'est un débat, une question intime. Et vous avez dit tout à l'heure, oui, il faut expliquer quand je suis amoureux, qu'est-ce qui se passe. Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Je l'ai déjà vécu quand même. Je suis heureuse d'ailleurs. Si vous n'en savez rien, vous l'avez vécu pour vous. J'ai parlé quand je suis amoureux, parce qu'avec des CP, on n'aborde pas la question de la même façon qu'avec des secondes ou des premières ou des terminales. Hein. Attention, on choisit ces termes. C'était surtout ça. Hein. Et la norme, pour moi, c'est ce qui existe en fait. Merci. Vous voyez, c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Ce qui existe, c'est un éventail très large et c'est bien de pouvoir en parler avec les plus jeunes pour qu'il n'y ait pas de souffrance, parce que les suicides, etc., les dépressions, ça existe chez nos jeunes qui ont l'impression d'être très différents et d'être hors normes justement. Et plus on en parle, et plus ils se sentent admis, et mieux c'est pour eux et leur santé mentale. Donc question de santé publique. Alors je crois que vous n'éliminerez jamais la souffrance de la sexualité. Merci beaucoup, Nadia. Nadia, merci à vous. Merci Nadia Alran, représentante des personnels pour le SE UNSA, et Philippe Bilger, vous restez avec nous parce que j'ai une question à vous poser. Comment on fait les bébés? Allez, à tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous, Philippe Bilger et la délicieuse Elisabeth Lévy, et le non moins délicieux Olivier d'Artigol, je crois que vous avez dit 42 mots aujourd'hui, Olivier d'Artigol. Bien pesé. Mais ils étaient très bons. Ils étaient très très bons. Ouais, Philippe Bilger, ça s'appelle un micro, il faut parler dedans, sinon on n'entend pas. Je m'avachis. On va lui mettre une petite photo de Monica Bellucci sur son micro. Ouais, c'est ça. Et plus sérieusement, on va revenir sur les événements de Nanterre. Et pour en parler, Dario Divial est avec nous. Bonsoir. Vous êtes reporter à Sud Radio. Vous étiez présent aujourd'hui et hier à Nanterre. On va revenir, et vous avez eu effectivement le maire de Nanterre. Vous nous avez donné ce son qui déplore forcément ce qui s'est passé, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'il prend un petit peu le parti de ce jeune homme, en tout cas de cette famille dont le fils a été abattu.
Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est un maire qui est là déjà depuis pas mal d'années, qui a grandi à Nanterre, qui a fait toutes ses classes à Nanterre. Donc c'est quelqu'un qui est très familiarisé avec cette ville-là. Donc c'est pour ça que oui, il prend déjà un petit peu parti pour la famille, etc. Mais maintenant voilà, on l'a senti très touché en tout cas en conférence de presse, puis dans les interviews suivantes. Mais voilà. En tout cas. Comment est le climat aujourd'hui? Est-ce que vous avez rencontré par exemple des médiateurs? Est-ce que vous avez parlé avec quelques jeunes pour savoir quels sentiments ils avaient en fait? Aujourd'hui, il y a un mélange de tristesse dans cette ville, mais aussi c'est mélangé à de la colère chez les jeunes, pour les jeunes qui connaissaient Nahel. Et on a pu discuter avec les médiateurs qui nous ont dit qu'ils essayaient de ramener les choses au calme, mais que ça restait quand même quelque chose de très difficile parce qu'il fallait agir la journée pour ramener tout le monde au calme, puisque c'est le soir que tout se déroule. Donc voilà, on a toute une journée pour ramener les choses au calme. Maintenant, c'est difficile et ils craignent encore de nouveaux débordements. Oui, Philippe Bilger, allez-y. Dario, j'ai été très choqué par une phrase du maire tout à l'heure. Il a dit « Je compte sur les avocats pour la vérité ». Est-ce que vous n'avez pas pu lui parler de ça? Je trouve étonnant de la part d'un maire qui ne fasse pas confiance à l'autorité judiciaire et qu'il aille chercher la vérité chez des avocats qui ont pour ambition seulement de donner la leur. Oui, après, en fait, le problème, c'est que comme ça a été dit, il a un petit peu le parti de ce jeune-là, parce que voilà, il connaissait sa famille. Maintenant, c'est vrai que on aurait bien aimé aussi l'entendre dire qu'il faisait confiance à la justice, puisque c'est la vérité, c'est que la justice va faire son travail aussi. Elisabeth, juste les jeunes à qui vous avez parlé, parce que c'est ce qu'on a entendu chez Madame Tondelier ce matin sur cette antenne, l'excellent entretien de Patrick Roger, elle a immédiatement parler de racisme. Très vite, en disant qu'elle n'avait jamais vu un non-racisé tué par la police, ce qui est faux d'ailleurs, j'ai été regardé. Mais donc, est-ce qu'il vous parle de racisme? Pardon Cécile. Non, je vous en prie. Certains en parlent, mais après, c'est pas vraiment les sujets sur lesquels ils se lancent. En fait, ils nous parlent surtout d'une colère, parce qu'aujourd'hui, ils nous disent en fait qu'ils ont peur de la police. Tout simplement, ils ont peur de la police, parce qu'aujourd'hui, voilà, ils ont un collègue à eux qui s'est fait tirer dessus. Certes, il y a certains faits, mais c'est surtout le fait principal, c'est qu'un jeune de 17 ans s'est fait tirer dessus. Concernant le maire de Nanterre, je ne le dirais pas si ça n'avait pas été le cas, que sa parole publique depuis ce drame, depuis hier, où hier il a évoqué le travail de la justice, a été une parole maîtrisée et mesurée. Bien sûr, on peut trouver quelque chose de mal exprimé, mais il a fait face. Et il est dans une situation, il faut aussi se mettre à sa place, dans une situation où on est sur un fil de rasoir, on le sait très bien. Il est très touché, surtout le maire. Il faut surtout savoir qu'il connaissait le jeune, qu'il connaissait la famille, il a répété à de multiples reprises. Donc pour lui, c'est aussi un moment compliqué. Merci beaucoup en tout cas. Dario Divial, reporter Sud Radio, merci beaucoup. Et bien entendu, j'imagine que vous allez suivre ce dossier. On sera ravis de vous accueillir. Dans un instant, on va revenir avec Philippe David avec les vraies voix responsables. On va vous parler de Made in France avec encore des entreprises 100% françaises qui développent des torrents de bonnes idées. On va en parler dans quelques instants. À tout de suite, on reste ensemble jusqu'à 20h.